séance de réanimation en vitamine D. La question reste d'actualité. Je ne vais pas vous apporter une réponse tout à fait claire, mais bon, clairement, la vitamine D, il y a une histoire de soleil qui intervient, ça on le sait depuis longtemps. Il y a aussi une histoire, on est à Paris, la ville de la mode, et donc il y a un petit côté fashion victim. On parle beaucoup de vitamine D pour l'instant, d'autres spécialités d'abord, et puis finalement, ça arrive à percoler jusque dans les murs des services de réanimation. Alors, si on regarde sur PubMed, combien de citations vitamine D et critically ill, eh bien, on voit qu'il y a une belle courbe exponentielle et qu'en effet, il y a peut-être un phénomène de mode, mais peut-être que c'est plus que ça. Alors, quelques rappels physiopathologiques. Donc, ce sont des dias que j'avais eus de Jean-Claude Souberbiel, qui travaille, je pense, à Paris Diderot, qui est vraiment un grand spécialiste de la vitamine D. En fait, la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est beaucoup plus que ça. Sa source, eh bien, c'est l'action des rayons ultraviolets de type B sur la peau, qui permet de synthétiser la vitamine D3 à partir du 7-déhydrocholestérol, donc cutané. Et d'autre part, on a des sources alimentaires qui sont les poissons gras marins essentiellement, l'huile de foie de morue de nos grands-mères pour la vitamine D3. On a de la vitamine D2 qui peut également provenir des plantes et notamment des champignons. On a également des médicaments par voie orale qui sont riches en D2 et D3. Alors, une fois que le cholécalciférol ou l'ergocalciférol sont synthétisés, ils doivent être activés au niveau du foie et former la 25-hydroxyvitamine D, dont la concentration sérique représente en fait le statut vitaminique D, c'est-à-dire les réserves en vitamine D. Il y a probablement plusieurs enzymes capables de faire ça dans le foie et il y a une relation négative entre le taux initial de la 25-hydroxyvitamine D et l'augmentation de sa concentration sérique après une dose donnée. Donc, en d'autres termes, au plus on commence bas, au plus on monte vite. Alors, une fois que cette vitamine 25-hydroxy-D est produite par le foie, elle est activée par une deuxième enzyme au niveau du rein pour donner la forme la plus active, qui est la 1,25-hydroxyvitamine D, qui a une demi-vie très courte. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle les néphrologues ont été parmi les premiers à s'intéresser à la vitamine D, puisque cet effet est perdu en cas d'insuffisance rénale et que donc tous les insuffisants rénaux doivent recevoir des suppléments de vitamine D. Il y a également l'effet au niveau donc des parathormones qui intervient, et donc l'hyperparathyroïdie des insuffisants rénaux chroniques s'explique par ce biais. Donc le calcitriol, qui donc est relargué à partir de l'activation au niveau du rein. Donc la 25-hydroxy qui est activée en 1,25-hydroxy, aussi appelé calcitriol. Sa demi-vie est courte, relarguée dans le sang et se lie à un récepteur qu'on trouve dans quasiment toutes les cellules, le VDR, donc Vitamin D Receptor. Alors, il y a également des effets non liés à l'activation du génomique par le VDR, et il y a donc une multitude d'effets de cette vitamine D qui active notamment aussi la tyrosine kinase et l'entrée de calcium au niveau intracellulaire. Donc très pratiquement, comme les réanimateurs sont des gens pragmatiques, les rôles de la vitamine D sont multiples, hormonaux, trophiques, immunomodulateurs et régulation de la transcription de certains gènes. Alors, les carences en vitamine D sont définies par un taux inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. Le déficit en vitamine D, donc une carence moindre, entre 21 et 30 nanogrammes par millilitre. Les taux normaux sont dits 30 à 80 et l'intoxication, même si elle est peu symptomatique, on parle de surdosage plutôt que d'intoxication au-dessus de 80 nanogrammes par millilitre. Alors, ce qui est intéressant, alors, il y a au niveau des sociétés, l'Endocrine Society d'un côté et une société IOM d'autre côté, qui sont d'accord sur les définitions des carences, en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, mais qui recommandent des apports journaliers un petit peu différents, donc moins pour l'IOM, plus pour l'Endocrine Society, qui est plus américaine, l'IOM étant plus européenne. Alors,
20 nanogrammes par millilitre, c'est un chiffre important à retenir quand on regarde cette carte d'Europe, ça a été publié il y a une vingtaine d'années, mais probablement que c'est pas très différent aujourd'hui, où finalement le taux circulant de vitamine D moyenne est inférieur. Le taux moyen est inférieur aux 20 nanogrammes par millilitre dans tous les pays européens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le moins carencé, c'est la Norvège. Pas parce qu'il y a plus de soleil, évidemment, mais parce que la consommation de poissons gras est probablement supérieure aux autres pays européens. Le Portugal est beaucoup plus élevé que l'Espagne, alors qu'a priori, ils reçoivent le même ensoleillement. Probablement que ce sont des facteurs alimentaires qui expliquent également cette divergence. Mais donc la carence en vitamine D est extrêmement fréquente dans nos pays, pour autant qu'on accepte la définition du seuil à 20 nanogrammes par millilitre. Alors, comme on le sait souvent, comme pour tous les micronutriments, donc vitamines, oligo-éléments, eh bien, le déficit qui est biochimique, donc le taux circulant en bas, précède de longtemps les manifestations cliniques qui peuvent être mortelles. Mais donc le fait de dépister précocement un taux circulant en bas permet de prévenir les effets cliniques ultérieurs. Les signes cliniques les signes de la carence en vitamine D, en dehors d'une concentration circulante basse, sont biologiques, hypocalcémie, hypocalciurie, hypophosphatémie, avec une hyperparathormonémie, augmentation de la concentration en PTH, ce qu'on connaît bien en néphrologie. Au niveau clinique, on a des signes chez l'enfant, le rachitisme, chez l'adulte, l'ostéomalacie, des signes d'hypocalcémie et de l'hypotonie musculaire éventuellement qui en résulte. Alors, qu'est-ce qui a attiré l'attention finalement des réanimateurs sur cette fameuse vitamine D? Eh bien, il y a eu une lettre publiée dans le New England en 2009 par une équipe australienne de Sydney qui a montré qu'il y avait aussi chez les patients de réanimation une relation entre hypovitaminose D, en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, et surmortalité. L'inverse aurait été surprenant, mais enfin bon, c'est publié dans le New England comme une lettre, du coup, tout le monde a commencé à s'y intéresser. Il y avait également une relation, même si elle n'est pas très spectaculaire, mais enfin une corrélation entre le score de sévérité SAPS ou Apache et la concentration exprimée en logarithme de 25 hydroxyvitamine D, donc qui est bien le reflet du statut des stocks en vitamine D. Ici, cette analyse, cette courbe ROC, permet aussi de voir qu'il y a que la 25 hydroxyvitamine D, par rapport aux autres métabolites qu'on peut doser, que ce soit la 1,25 ou la B1,25, eh bien, c'est la 25 hydroxyvitamine D qui a la meilleure valeur prédictive sur la mortalité à 90 jours. Donc, on pourrait avoir envie de supplémenter de la vitamine D à nos patients de réa. Notez que les gériatres, par exemple, considèrent que la carence en vitamine D est tellement fréquente et les problèmes osseux et musculaires sont tellement fréquents qu'ils ne dosent même plus la vitamine D, ils en donnent d'office. En réa, là, on a quelques guerres de retard, mais on pourrait effectivement, logiquement, proposer de supplémenter de la vitamine D, d'autant plus que le risque de toxicité est assez faible. Le gain potentiel, ce sera en termes de mortalité, de morbidité infectieuse, au vu des effets immunomodulateurs, de fonction ostéomusculaire. Peut-être on sait qu'il y a une sarcopénie et une ostéopénie qui sont acquises après des séjours prolongés en réanimation. Peut-être qu'on pourrait limiter ces effets et éventuellement aussi des effets au niveau neurologique. Et donc ça a été fait. Ici, une équipe autrichienne, Karin Amrein et collaborateurs, a montré dans un essai en double aveugle qu'en donnant 540 000 unités de vitamine D, donc une bonne dose, versus placebo, on parvenait à augmenter les taux circulants, les barres gris foncé sur ce graphe, et à sortir de la zone de carence. Donc on est bien efficace en donnant oralement une grosse dose de vitamine D. Et donc, ils sont allés plus loin. Ils ont d'ailleurs publié dans le JAMA en 2014 cette étude où ils ont randomisé des patients à de la vitamine D versus du placebo, 540 000 unités, et puis ils ont redonné une dose de 90 000 unités chaque semaine. Et ils ont observé une diminution de la mortalité, en tout cas chez les patients qui étaient fortement déficients, c'est-à-dire dont la dose,
dosage, la concentration d'hydroxyvitamine D était inférieure à 12 nanogrammes par millilitre. Pas d'effet significatif, une tendance dans le bon sens chez les patients qui avaient une vitamine D inférieure à 20. Mais donc les déficiences vraiment sévères, inférieures à 12, montraient un bénéfice en termes de diminution de la mortalité. Alors là, en nutrition, vous savez que je suis un spécialisé dans ce domaine, on a été tellement habitué à avoir des essais négatifs, des méta-analyses négatives, que là, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer, comme sur CNN, une breaking news. On a une méta-analyse positive, pour une fois, ça nous change du marasme quotidien. Et donc ici, cette méta-analyse publiée dans le Journal of Critical Care en 2016 vient d'une équipe à Milan, Puzzo et collaborateurs. Ils ont regardé les études qui avaient consisté en supplémentation en vitamine D versus placebo et dont le critère d'évaluation était la mortalité. Et ils ont évalué la qualité méthodologique des études selon la méthode Cochrane. Et donc ils ont pu sortir 7 études randomisées contrôlées des 7260 publications qu'ils avaient retrouvées avec leurs mots-clés. Ils ont retenu les 5 études qui avaient un niveau méthodologique suffisant, donc l'étude de Amrein 2011, la grosse étude de Amrein 2014, donc ces 2 études autrichiennes, une étude américaine, Grossman à Atlanta, une étude et 2 autres études, ici Leaf et Kuraishi, aussi aux États-Unis, à Boston cette fois-ci. Les doses qui avaient été données étaient finalement du même ordre de grandeur, 250, 540, 600 000 unités. Et ici, donc, également, chez les patients avec des sepsis sévères et chocs septiques aux États-Unis. En fait, on est la moulinette de la méta-analyse et là, on a effectivement un effet positif en faveur de la vitamine D qui diminue la mortalité avec un odds ratio de 0,7, avec un intervalle de confidence à 95%, de 0,5 à 0,98. Quand on regarde là les autres éléments, les autres critères d'évaluation, longueur de séjour hospitalier, pas d'effet significatif, une légère tendance. La longueur de séjour aux soins intensifs en réanimation, là plus qu'une tendance, même un effet significatif, mais avec une hétérogénéité importante. Et la durée de ventilation mécanique, comme marqueur indirect de la faiblesse musculaire, pas de différence. Donc, ça, c'est un petit peu moins beau, un peu moins spectaculaire que la diminution de mortalité. Alors le futur, c'est quoi? Le futur, ce sont les études qui sont en cours. J'ai regardé hier sur criticaltrials.gov. Ici, on a quelques études un peu partout dans le monde, d'ailleurs, en Asie, en Extrême-Orient, en Chine, aux États-Unis et en Europe, où on regarde des supplémentations, les effets de supplémentation de vitamine D, soit sur la mortalité, soit sur l'insuffisance rénale, soit sur les concentrations d'hepsidine, et la longueur de séjour aux soins intensifs, la taille du musculaire au niveau de la cuisse ou la mortalité à 28 jours, la plus grosse étude lancée par Karin Amrein en Autriche, mais qui est une étude multicentrique qui est financée en partie par la Société européenne de soins intensifs et qui concernera uniquement les patients dont le taux de 25 hydroxyvitamine D est très faible, inférieur à 12 nanogrammes par millilitre, une étude qui se veut confirmer les données de l'étude Vidal ICU qui a été publiée dans le JAMA en 2014. Et là, ils attendent 2400 patients a priori. Donc, que faire de tout cela? Peut-être systématiser le dosage de 25 vitamines D à l'admission pour voir si effectivement on est très carencé. Effectivement, si on a un taux inférieur à 12, là, une supplémentation orale ou entérale semble se justifier. Au vu du risque minime, le bénéfice, lui, sera bien sûr à confirmer d'après les études en cours. Voilà, je vous remercie de votre attention.